Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de plonger dans l'histoire du 7e art pour explorer un sujet fascinant, la représentation du psychotrauma au cinéma. Pour réaliser cette vidéo, on s'est demandé comment le cinéma avait abordé le psychotraumatisme en fonction des époques. Est-ce que Rambo, par exemple, traite de la même façon le trouble de stress post-traumatique que Bambi ou American Sniper? Comment est-ce qu'on peut mettre en image des symptômes qu'on ne voit pas dans la vraie vie? Et puis aussi, pourquoi les réalisateurs choisissent de parler du trouble de stress post-traumatique ou pas? C'est parti! Pour comprendre de quoi on parle, il nous faut d'abord remonter aux origines du cinéma. Nous sommes à la fin du 19e siècle. En 1895, les frères Lumière développent une étrange machine qui va révolutionner notre société, le cinématographe. Les tout premiers films voient le jour en noir et blanc et en muet. À ce moment-là, le psychotraumatisme n'est pas du tout mentionné. Déjà parce que dans ces films, on ne parle pas du tout, et ensuite parce qu'on aborde des sujets très pragmatiques, très terre-à-terre, bref, des sujets de la vie quotidienne. Néanmoins, les cinéastes vont très vite s'intéresser à la santé mentale au sens large. Entre 1899 et 1929, on recense ainsi plus de 450 films qui montrent à l'image un thérapeute, une séance d'hypnose ou encore des personnes présentant des troubles psychiques de façon très caricaturale. Il faudra attendre le milieu du XXe siècle et les années 40 pour voir apparaître les premières représentations du psychotrauma au cinéma. Évidemment, à cette période-là, on ne nomme pas encore le trouble de stress post-traumatique ou TSPT ou encore PTSD en anglais. Mais on commence à mettre en image certains symptômes caractéristiques du psychotraumatisme. Prenons par exemple Le Dictateur de Charlie Chaplin. Dans ce film, Charlie joue le rôle d'un soldat amnésique qui s'enfuit d'un hôpital psychiatrique. On peut considérer que c'est la première fois qu'on montre à l'image une forme d'amnésie dissociative. Un peu plus tard, on peut aussi citer le film Les plus belles années de notre vie de Wyler. Dans ce film, on suit le retour à la vie civile de 3 soldats américains après la Seconde Guerre mondiale qui présentent des signes de troubles de stress post-traumatique. Petite parenthèse, les années 40, c'est aussi la période où sort le film Bambi. Et on entend souvent des personnes dire « j'ai été traumatisé par la mort de la mère de Bambi ». Alors attention, même si des images peuvent nous choquer, voire nous marquer pour le restant de notre vie, ça n'est pas pour autant qu'on va développer un psychotraumatisme comme celui dont on parle dans cette vidéo. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Nous arrivons dans les années 50. En 1954, plus exactement, Godzilla sort sur grand écran. On peut considérer que ce long métrage aborde la question du traumatisme collectif japonais dans un contexte d'après-guerre et après que le pays a souffert de bombardements atomiques. Mais les années 50, c'est surtout le début d'un événement qui va bouleverser la représentation du psychotrauma au cinéma, c'est le commencement de la guerre du Vietnam. Avant même la fin de la guerre, de nombreux films vont mettre en image le trouble de stress post-traumatique de vétérans. Dans Taxi Driver, en 1976, Martin Scorsese est par exemple l'un des premiers à s'intéresser au traumatisme des rescapés et aux difficultés qu'ils rencontrent dans leur retour à la vie normale. On peut aussi citer Apocalypse Now ou Voyage au bout de l'enfer, il y en a des dizaines. Mais un en particulier va devenir cultissime, il s'agit de Rambo. Accrochez-vous! Dans ce film sorti en 1982, Sylvester Stallone incarne le rôle de James Rambo, un ex-béret vert qui revient de la guerre du Vietnam. On le suit à son retour aux États-Unis et de toute évidence, il présente tous les symptômes d'un trouble de stress post-traumatique. C'est la première fois qu'un film abordant de manière aussi claire l'impact du traumatisme sur les vétérans rencontre un tel succès en salle. C'est alors le début d'un long tunnel où on va aborder le psychotraumatisme et ses symptômes, mais uniquement à travers l'exemple des vétérans de guerre, la guerre du Vietnam et les 2 guerres mondiales. On avance un peu pour arriver aux années des VHS et des vidéoclubs, les années 90. Vous vous souvenez qu'en début de vidéo, on parlait de Bambi et du fait qu'on pouvait être choqué par des images sans forcément développer de psychotraumatisme. Eh bien, il ne faut pas non plus banaliser la violence de certaines images et l'impact qu'elles peuvent avoir sur les spectateurs. Et si on en parle maintenant, c'est parce que dans les années 90, eh bien, on ne se posait pas vraiment la question. Les années 90 sont les années où les films à images choc se multiplient et où personne ou presque ne remet en question la violence de certaines scènes. So,
American History X, Requiem for a Dream, autant de films et de scènes crues qui peuvent marquer à vie le spectateur. Cela pose deux problèmes, celui de la fascination pour les événements traumatisants et celui de la normalisation de certaines scènes de violence qui sont pourtant hors normes en minimisant leurs effets potentiels. De même, la culture du viol ou la mise en valeur de relations sexuelles non consenties se retrouve sur les écrans sans aucun problème. Léon, Pretty Woman, Lolita, Marie à tout prix, la liste est longue et on peut se demander si tous ces films cultes n'entraînent pas alors une minimisation de ces comportements. Petit aparté, dans ces années-là, la culture du viol et de l'inceste est aussi promue par l'industrialisation du cinéma pornographique. Cette forme de cinéma va prendre une ampleur considérable et avoir un impact sur la manière dont on aborde la sexualité. C'est un vaste sujet qui mériterait une vidéo à part entière et que nous traiterons certainement plus tard. Il faudra attendre le début des années 2000 pour que les cinéastes s'intéressent à d'autres événements potentiellement traumatiques en dehors des guerres et qu'on puisse trouver un véritable renouveau dans la représentation du psychotrauma au cinéma. Par exemple, dans Precious, sorti en 2009, on suit l'histoire d'une jeune femme victime de violences intrafamiliales et qui semble présenter des symptômes du trouble de stress post-traumatique complexe. Dans The Impossible, sorti en 2012, on s'intéresse au destin des rescapés du tsunami de 2004 et à l'impact des catastrophes naturelles sur la santé mentale. Plus récemment, on peut aussi citer Grâce à Dieu, sorti en 2018, qui aborde la question des violences sexuelles dans l'Église et de leurs répercussions psychotraumatiques. Aujourd'hui, au-delà du fait qu'on aborde différents types de situations traumatisantes, on peut aussi dire que de plus en plus de films mettent l'accent sur les parcours de soins et sur le rétablissement des personnes concernées. En 2018, on retrouve sur ce thème le film Les Chatouilles d'Andrea Bescon. Dans ce long métrage, on suit la psychothérapie d'Odette et les différentes étapes de son rétablissement. Les périodes de colère, de tristesse, la libération de la parole ou encore les reviviscences. Quelques mois plus tôt, en 2017, le film Après coup de Noël Mitrani met en image la thérapie EMDR suivie par un père de famille après le décès de la meilleure amie de sa fille. Enfin, ça n'est pas un film, mais il était difficile de ne pas mentionner la série En thérapie d'Olivier Nakache et Éric Toledano, dans laquelle on s'immisce dans le cabinet d'un psychanalyste au lendemain des attentats de 2015, touchant du doigt le traumatisme collectif dû à ces attentats terroristes. Alors pourquoi c'est important d'en parler aujourd'hui ? Eh bien on l'a vu, la surexposition à la violence et au traumatisme, y compris au cinéma, peut potentiellement banaliser ces situations. Lorsque ces thèmes sont traités de manière répétée ou sensationnaliste, eh bien, il y a un risque que le public devienne moins sensible à leur gravité et à leurs répercussions réelles. De plus, une représentation inexacte ou stéréotypée du TSPT peut minimiser la complexité de ce trouble et réduire les expériences des personnes concernées à des clichés. Les cinéastes ont donc aujourd'hui un rôle très important dans la manière dont ils représentent le psychotrauma à l'écran. Être conscient de l'impact potentiel de leurs œuvres sur le public peut les aider à éviter de glorifier ou de normaliser la violence et les souffrances qui y sont associées. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner à la chaîne du CN2R pour avoir accès à d'autres vidéos et les retrouver plus facilement. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt!